Et Indigo, donc, pour recontextualiser, hein, vous travaillez avec l'ADEME depuis plusieurs années. Depuis 2015, vous travaillez avec l'ADEME sur la démarche économie circulaire et urbanisme. Vous travaillez donc sur le travail de prospective urbaine et vous évoquerez donc aussi peut-être ces travaux réalisés avec l'ADEME sur les notions de l'urbanisme circulaire. Voilà, donc c'est parti pour la dernière conférence. Je vous laisse la parole. Et donc, voilà, merci. Je vais afficher votre présentation. Merci Lucien. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, on va vous faire un retour d'expérience sur des travaux que nous avons conduits avec l'ADEME depuis 2015. Celui-ci, c'est ça. Donc depuis cette date, en fait, l'ADEME avait l'intuition que la question de l'économie circulaire allait évidemment bien au-delà de la question des déchets, s'adresser plus largement aux ressources, et que ça pouvait être un vrai élément pour modifier les pratiques d'aménagement et d'urbanisme à toutes les échelles et selon un grand nombre de types de projets. Donc ils ont lancé en 2015 un appel à manifestation d'intérêt en proposant à des territoires qui partageaient en fait cette intuition de s'engager dans la démarche et de tester, d'expérimenter ce que les méthodes de l'économie circulaire pouvaient apporter au projet d'aménagement. Ça a été très intéressant. Il y a eu une deuxième saison et il y a eu une troisième. Et c'est donc tous ces travaux-là qu'on va vous présenter sur une courte séquence. Je passe la parole à Juliette pour le premier temps de l'échange. Donc on va intervenir en 3 temps. Hein. D'abord vous expliquer ce que c'est que l'économie circulaire dans l'urbanisme. Juliette prendra le micro à ce moment-là. On fera également des retours d'expérience pour vous montrer effectivement comment les territoires ont pu progresser dans leurs travaux. Et on passera effectivement à la fin sur les arguments imparables que vous pourrez utiliser pour lancer des démarches similaires. Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Pour démarrer, l'idée c'est de définir la notion d'urbanisme circulaire. Donc qu'est-ce que ça implique? C'est vraiment un nouvel état d'esprit, un changement de paradigme par rapport au modèle d'économie d'urbanisme linéaire qui a une vision très axée sur l'extraction des ressources, la transformation, la consommation et ensuite directement le rejet de la ressource qui est souvent traité parfois hors de la ville. Le modèle de l'économie circulaire implique vraiment le recyclage de tous les espaces urbains, de la transformation de l'existant, l'intensification des usages. Donc il y a vraiment une notion totalement différente, un traitement différent de la ressource. Dans le modèle de l'économie circulaire, on aborde vraiment les différents produits et comme vraiment des ressources. Donc en fait, l'urbanisme circulaire, derrière cette notion, ça implique vraiment de préserver et de mieux utiliser toutes les ressources naturelles. On a beaucoup parlé aujourd'hui de la matière, des produits, des matériaux de construction, mais derrière cette notion d'urbanisme circulaire, on a également toutes les ressources qu'on peut retrouver dans le cadre d'un projet d'aménagement, donc à la fois l'air, l'eau, le sol et toutes les matières premières. Donc pour illustrer un petit peu, donc par exemple l'air, ça peut être tout ce qui est récupération de chaleur dans le cadre d'un projet. Sur la question de l'eau, on va avoir la gestion alternative de l'eau et plus raisonnée, donc avec la récupération de l'eau à la parcelle ou alors la récupération de pluie directement pour ensuite être réutilisée dans le cadre d'un projet. Derrière la notion des sols, on a aussi en fait deux notions, donc à la fois optimiser tous les usages des sols et en même temps le sol en tant que matière. Dans le cadre de projets d'aménagement, on a souvent beaucoup de déblais remblais et l'économie circulaire nous amène à rationaliser et à diminuer les déblais remblais pour essayer, dans le cas de mouvements de terre, voilà, de réutiliser les terres excavées et en tout cas de valoriser le sol en tant que matière, notamment avec aussi le compostage des biodéchets et la valorisation du sol. Et donc toute cette question de matière aussi qu'on a abordée aujourd'hui avec le réemploi dont vous êtes bien familier. Donc c'est des projets qu'on retrouve à l'échelle
de projets d'aménagement, mais c'est souvent des projets en fait, qui s'inscrivent à l'échelle des territoires, puisqu'ils s'appuient sur tous les acteurs locaux et les flux. Donc il y a vraiment derrière une notion territoriale. Donc c'est une démarche qui s'inscrit dans une approche plus sobre des projets d'aménagement. Donc par où commencer pour avoir une approche plus sobre dans le cadre de nos projets? Donc ça commence par éviter en fait et s'abstenir, donc de ne pas urbaniser et construire certains espaces, donc préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers, ce qui s'inscrit dans l'objectif de zéro artificialisation nette d'ici 2030. Donc l'idée de substitution et de trouver des alternatives à l'extension, donc en luttant notamment contre la vacance, donc vraiment optimiser les usages d'un site, maximiser justement et intensifier ces usages en mutualisant certains espaces, avec donc une certaine mixité fonctionnelle des espaces, et donc sur la question de densification par exemple, donc ne pas trop limiter l'étalement, mais justement trouver d'autres sites disponibles, par exemple en travaillant sur les dents creuses ou en surélevant certains bâtiments. Donc ça passe aussi par la notion de réparation, de réemploi qu'on a bien évoqué aujourd'hui, donc à la fois la réhabilitation de bâtis et aussi le réemploi et la réutilisation de matériaux. Ça passe aussi par un meilleur dimensionnement, notamment voilà, des parkings, diminuer les terres excavées, mieux localiser pour justement limiter les flux et favoriser les circuits courts de ces flux. Je repasse la parole, Frédéric. Merci Juliette. Donc vous le voyez avec ce schéma, quand on parle de réemploi, on arrive quelque part un petit peu à la fin de cette sorte de frise chronologique. Et on a quand même pas mal de démarches en urbanisme à conduire avant d'en arriver là. Donc pour économiser nos ressources, effectivement, il y a un gros travail à faire sur la substitution et sur la maximisation des usages. L'usage est vraiment un élément important pour les urbanistes dans la conception et l'aménagement des lieux. Donc retenez bien ça, le message c'est éviter, éviter, éviter. Et retenez également qu'il y a des outils qui peuvent vous aider sur les différentes séquences qu'on voit ici. Par exemple, sur la substitution, il existe un outil qui s'appelle Pas de vacances pour la vacance, qui peut vous permettre de faire une analyse rapide à l'échelle d'une commune ou d'un grand territoire. Ça s'appuie sur les données de l'OVAC et ça permet de faire remonter, par exemple, l'ensemble des gisements de bâtiments disponibles sur un territoire. C'est un exemple d'outil parmi d'autres, mais il y en a beaucoup qui pourront vous aider. Donc cette expérimentation sur l'urbanisme circulaire a été conduite avec 15 territoires, sur les 3 saisons dont je vous parlais tout à l'heure. Elle a fait l'objet en fait d'une grande capitalisation avec dans un premier temps donc, un livre blanc de l'économie circulaire en aménagement du territoire qui est sorti, que je vous conseille de lire, qui permet effectivement d'avoir toutes les notions, tous les concepts, des retours d'expérience sur un grand nombre de sujets. Et surtout, elle s'est traduite par un guide opérationnel pour guider en fait, les porteurs de projets. C'est autant les maîtres d'ouvrage que les maîtres d'œuvre. Ça s'adresse aux collectivités, aux aménageurs, aux architectes urbanistes, à l'ensemble des acteurs en fait, qui gravitent autour des projets urbains. Et vous avez des axes de travail qui sont proposés. Je me permets simplement de vous en expliciter quelques-uns. Comme on a parlé beaucoup de réemploi et de recyclage jusque-là, on est très axé sur la question des flux. Évidemment, les flux de matière, c'est un sujet important de l'économie circulaire. Mais il faut également avoir en trame de fond toute la question des usages. Quand on travaille un projet d'aménagement, il y a une interrogation du besoin qui doit se faire, parce que les usages sont évolutifs. On peut mutualiser des bâtiments pour différents usages. On peut utiliser un bâtiment à différents moments de la journée de manière complémentaire. C'est ce qu'on appelle la chronotopie. Vous avez peut-être en tête l'exemple des groupes scolaires qui sont utilisés sur une toute petite partie du temps. Et tout ce qui est week-end et vacances scolaires, ce sont des bâtiments vides. Donc on a dans ce type de bâtiment, et ce n'est que l'exemple des groupes scolaires, plein de possibilités pour mutualiser avec d'autres usages à d'autres moments de la journée ou de la semaine. C'est aussi l'usage, prendre en compte que les besoins sont évolutifs, qu'un bâtiment peut changer de fonction. On l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de la lénière.
la maison du projet qui aujourd'hui devient un centre culturel. Donc un bâtiment, il a une première vie, il peut avoir une seconde vie, et ensuite il a une fin de vie où on espère que l'ensemble des matériaux évidemment pourront être réemployés. Donc ça, c'est un deuxième aspect important, les usages. Et un troisième aspect extrêmement important, c'est de penser également l'approche économique du projet d'aménagement. Faire de l'économie circulaire dans l'urbanisme, c'est aussi travailler différemment avec les acteurs. Faire la place, par exemple, à l'économie de la fonctionnalité. Au lieu de privilégier la possession, privilégier l'usage. Un exemple qui est extrêmement parlant parce qu'il est très marquant pour nos villes et nos territoires, c'est la question du stationnement. Posséder une voiture nécessite des besoins importants pour créer de la place, pour ranger tous ces véhicules dans nos quartiers. Malgré tout, la voiture, 80% du temps, elle ne bouge pas, elle reste en place. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en fait dans ces espaces de stationnement pour créer en fait d'autres fonctions? Eh bien, ça peut devenir des espaces qui sont un lieu support de service à la mobilité. Oui, on peut ranger les voitures, mais on peut aussi louer, par exemple, des vélos en libre service, réserver prendre des tickets de bus si on a un guichet mobilité, etc., etc. Donc, si on pense en fait le bâtiment, pas seulement par rapport à la fonction stationnement, mais par rapport aux besoins de mobilité, eh bien, on peut complètement optimiser et travailler différemment avec les acteurs. Et ça demande des montages économiques qui vont être un petit peu différents. Voilà, donc c'est travailler en économie circulaire dans l'urbanisme, c'est faire un petit peu un pas de côté et être capable de s'entourer avec un grand nombre d'acteurs. Pour pouvoir le faire, donc sachez qu'il existe un grand nombre de ressources qu'on a pu valoriser à partir de toutes ces expérimentations. Donc vous retrouvez ici le cycle de vie d'un projet d'aménagement qui commence donc par la phase de programmation, le moment où on se dit, ben tiens, il y a un besoin de créer du logement et du tertiaire, et puis un équipement dans ce secteur-là. Eh bien, vous pouvez d'ores et déjà aller vous inspirer donc, sur le site Expérimentation Urbaine, qui est donc la plateforme innovation de l'ADEME, qui abrite notamment la communauté économie circulaire et urbanisme. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la communauté bas carbone, enfin voilà, il y a tout un ensemble de communautés, donc c'est vraiment une mine d'or, je vous invite à y aller. Et dans la partie économie circulaire et urbanisme, vous trouvez des retours d'expérience inspirants d'autres territoires. Et puis, vous retrouvez également cet outil qui vous guide avec, par exemple, donc l'arbre de sélection des outils en fonction de où j'en suis dans mon projet d'aménagement, sur quoi je peux m'appuyer, quelles sont les méthodes à ma disposition. On fournit également, on en parlait tout à l'heure dans la table ronde précédente, un cahier des charges de consultation pour un AMO en économie circulaire et urbanisme. Donc vous pouvez aller le récupérer. Il a été capitalisé à partir d'un exemple qui va vous être présenté ensuite, Nantes Métropole Aménagement, pour l'échelle du projet urbain. Mais il y a aussi un cahier des charges qui s'adresse au schéma de cohérence territoriale. C'est-à-dire que dans le SCOT, on a aussi des ambitions d'économie circulaire qui peuvent être travaillées. Et donc ce CCTP vous aide à recruter votre AMO sur ces questions-là. La question des usages, je l'évoquais tout à l'heure, elle n'est pas forcément évidente à attraper. Donc, il a été mis au point une grille de questionnement sur les usages. Et autre exemple, vous avez une matrice des indicateurs qui permettent de suivre l'efficacité des objectifs qu'on va se donner dans la réalisation du projet. Alors, les indicateurs, ils ont été conçus pour suivre toute la phase chantier, parce que c'est là qu'on commence à avoir des impacts matières et flux et ressources importants. Mais aussi pour la vie du quartier, ce que vont consommer les habitants, les usagers au quotidien, ce qu'ils vont générer. Et puis également pour la seconde vie et la fin de vie du quartier. On vous invite à les utiliser au plus tôt, parce que vous le savez bien, 90% des impacts sur les ressources se produisent au moment de la conception du projet. Donc le plus tôt on y réfléchit et on anticipe sur tout ce cycle de vie, eh bien, le mieux on sera outillé. Donc vous avez ici un exemple de l'arbre de décision dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez par exemple qu'on a mis au point différentes portes d'entrée selon qu'on est élu,
selon qu'on est un AMO ou un maître d'œuvre. On est guidé pas à pas en fait vers les ressources nécessaires et on va pouvoir trouver autant des généralités sur l'économie circulaire et l'urbanisme que des éléments un peu plus opérationnels. Par exemple, sur la question des matériaux, on a mis des retours d'expérience, sur la question des mobilités, sur les usages. Enfin voilà, vous pouvez aller piocher dans ces différentes ressources. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment une base de données gigantesque qui a été constituée pour aider les territoires. On va passer maintenant à quelques illustrations. Donc, un des exemples de mise en œuvre, celui de Nantes Métropole, donc, qui est un projet lauréat de l'AMI de l'ADEME, Économie circulaire et urbanisme, donc un des premiers en 2017. Donc c'est un projet de réaménagement urbain d'une ZAC sur un territoire intercommunal de 58 hectares entre Nantes, Bougnay et Rezé, donc au cœur de la métropole et sur une zone qui est vraiment en pleine expansion, qui recouvrait à la fois donc, une zone d'activité, mais aussi des friches industrielles avec un ancien abattoir. Donc c'est une démarche assez forte d'économie circulaire qui a regroupé pas mal d'acteurs. En fait, Nantes Métropole a regroupé différents acteurs de l'éco-construction locale, des filières de matériaux biosourcés, géosourcés, mais aussi des promoteurs, des architectes pour un peu étudier la filière, donc qui ont été regroupés autour de clusters et qui ont pu se mettre d'accord sur une vision de l'économie circulaire et de l'urbanisme. Et donc c'est un projet qui prend vraiment toute la démarche de l'économie circulaire en abordant à la fois la question des écosystèmes, donc avec la démarche de l'eau, du sol et de la biodiversité. Donc il y a un parc qui a été construit sur une zone inondable. L'idée c'était vraiment de considérer à la fois les risques de la Loire, mais aussi les ressources. Et donc en mettant l'accent sur la végétalisation, de gérer ce risque et en même temps de favoriser le confort d'été et de concevoir vraiment le site de manière bioclimatique. Donc aussi sur la matière, donc avec toute la question des ressources, l'intégration de matériaux de réemploi et la minimisation des déchets, la question carbone, donc à la fois des produits de construction, mais aussi de la mobilité, puisqu'il y a une étude qui a été faite justement sur la mutualisation du stationnement, donc vraiment en lien avec ce que disait Frédéric sur les usages, donc à la fois la question des flux qui a été traitée, mais aussi la question des usages, notamment sur le stationnement. Et notamment sur les usages, c'est un projet qui accueille toujours, d'ailleurs depuis 2018, un projet d'urbanisme transitoire avec Pick-up Production. Donc c'est un laboratoire culturel et artistique qui occupe le site de l'ancien abattoir. Donc quel bénéfice de ce projet qui aborde ces enjeux d'économie circulaire? Ça permet de constituer, notamment pour Nantes Métropole, une vraie boîte à outils pour réinterroger tous les projets d'aménagement et toutes les pratiques de conception de la ville. Ce qui est intéressant, c'est la mobilisation de tout ce réseau d'acteurs pour accompagner le projet dans toutes ses dimensions, donc avec l'organisation de ces différents clusters. Et aussi, vraiment, ils ont mis l'accent sur le paysage en ville, qui a été vraiment repensé pour lutter contre l'îlot de chaleur. Et en fait, on se rend compte que les usages sont plus l'unique entrée pour la conception d'un projet d'aménagement, mais le projet aborde vraiment tous les enjeux de lutte contre le changement climatique et les enjeux de résilience. Et donc c'est un projet qui a vraiment permis d'impulser des filières et des acteurs existants sur le territoire, et notamment la filière biosourcée, puisque en mettant tous ces acteurs autour de la table, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'acteurs, notamment qui pouvaient proposer de la paille pour intégrer cette paille et favoriser la filière biosourcée locale. Merci. C'est un très beau projet en effet, et vous pouvez vous tourner vers ce porteur de projet, la SEM Nantes Métropole Aménagement, qui témoigne très facilement de leur travail. Voilà. Et un second exemple, donc avec le cas donc, de la métropole de Grenoble, qui s'est engagée effectivement dans un travail de transformation de friches. Donc il s'agit d'un ancien hôpital militaire. C'était un site de recherche des armées sur la santé. Un volume de bâtiments considérable, effectivement, avec 17 000 mètres carrés de surface de plancher, et qui est en friche depuis déjà une bonne dizaine d'années.
La métropole s'est engagée en fait dans une étude opérationnelle pour transformer, faire évoluer le site. Donc on est sur la commune de La Tronche, où il y a une pression forte sur l'habitat, notamment sur l'habitat social. Donc ils se sont engagés dans un projet mixte, habitat, avec un peu de commerce et de services, également des équipements. Ils accueillent l'université et le Crous. Donc c'est un projet multi-maîtrise d'ouvrage qui a donc été en pilotage par la métropole. Ils ont fait les diagnostics ressources et ont pu établir que 1600 m² de bâtiments à fort intérêt patrimonial pouvaient être préservés. C'est peu par rapport à l'ensemble du site, mais au vu du besoin de construction, effectivement, ils se sont dit tant pis, on déconstruit, un petit peu comme nous le disait tout à l'heure l'architecte qui s'exprimait, à déconstruire, on va faire les choses bien. C'est mis en place tout un projet de réemploi avec, vous le verrez, une ressourcerie qui a pu s'établir au service du projet d'aménagement, mais aussi au service des habitants. Et c'est un des aspects importants en économie circulaire. On est souvent dans la sphère complexe au niveau technique et juridique du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre, mais quand on peut également associer les riverains, les parties prenantes et l'ensemble de l'écosystème, les jeunes en formation par exemple, on a un levier très puissant pour faire le projet différemment. Donc je vais vous montrer une vidéo qu'ils ont réalisée, qui est extrêmement intéressante, qui vous présente la ressourcerie qui a été développée. Faut arrêter de regarder un chantier comme des déchets, mais comme une ressource. C'est une opération, on va dire, test pour la déconstruction et le réemploi des matériaux, principalement sur site. Le site du cadran solaire, c'est l'ancien hôpital militaire, avec maintenant ce site qui va accueillir des logements, des locaux pour l'université et pour des étudiants. C'est aussi un des éléments de la polarité nord-est qui est en train de s'élaborer. Vous avez drôlement bien collé. J'ai vu, il y a des trucs intéressants. On a quand même l'escalier, on a l'évier. Et de ce diagnostic ressources-là, on dit, voilà, on a un potentiel qui peut avoisiner entre 20, 30, 40%. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être démontées proprement et qui trouvent immédiatement preneur. Donc Batitech nous sert à expérimenter ça. Les luminaires sont très jolis, donc on vient en rechercher, et puis il faut aussi que je regarde d'autres choses. Je trouve que c'est une porte étanche qui est lourde, du coup elle va avoir un suivi bien de l'inertie. Un abri de bois pour le chauffage, par exemple. Les magasins proposent tout, donc on ne fait plus. Et moi, si j'ai bien une ambition personnelle, c'est de montrer aux gens qu'ils peuvent faire des choses de leurs mains pour consommer différemment. Nous avons mobilisé tous les acteurs du territoire, maîtrise d'ouvrage public dans un premier temps. Ils peuvent impulser le changement par le haut. Le rôle de la métropole, c'est d'emmener les populations à une autre forme de consommation. Ils ont tous cette envie de recycler, de réemployer, d'essayer d'utiliser moins de matériaux, moins de ressources. Ils sont tous moteurs en fait. On a des gens très très engagés et qui trouvent dans ce travail des valeurs qu'ils ne trouvent pas forcément sur des chantiers plus classiques. C'est quand même plus une question de conviction que d'argent.
L'innovation de ce chantier, elle va forcément avec la transition, qu'elle soit énergétique, climatique, à la fois sociale aussi. C'est des projets qui sont à plusieurs pour penser et inventer en fait des nouveaux modèles. Juste à l'œil, là, on voit qu'on est sur quelque chose qui est en bon état. Sur le bois, on est dans une situation qui est un peu particulière, c'est qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de matériaux. Donc on ne sait pas encore quelle incidence ça peut avoir. Bénéfique pour le réemploi pour le coup. Donc ici, on a 2 pelles sur la fin du bâtiment 3. Là, vous pouvez voir le volume de 3 bâtiments seulement sur les 10. Ces blocs-là ont été préalablement broyés. Ça me permet d'avancer un tout petit peu. Vous avez ici le bilan. Voilà pour cet exemple très, très inspirant avec de beaux résultats. Alors pour avoir échangé avec la pilote de Grenoble-Alpes Métropole, ils ne savaient pas dans quoi ils se lançaient quand ils ont commencé, pour être très honnête. Ils ont pris un risque, ils l'ont assumé, les élus ont validé, ils ont porté, donc effectivement, hein, ça a vraiment été partagé. Mais effectivement, ils ne savaient pas qu'ils aboutiraient à un résultat économiquement probant, avec de la création d'emplois, avec une implication des habitants du quartier. Mais ils ont fait ensemble, ils se sont entourés des partenaires qu'il fallait pour pouvoir aboutir ce projet-là. Cette vidéo, elle est intéressante hein, parce qu'elle montre qu'au-delà du réemploi, il y a un certain nombre de valeurs aussi hein, qui sont évoquées dans ce contexte-là, avec la référence à la créativité, à l'engagement des acteurs, et on voit qu'on est vraiment sur un mode de faire qui est différent. Donc ça fait totalement écho à tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Et pour le petit clin d'œil, donc ça c'était l'aspect réemploi matériaux, mais sur ce projet-là, ils ont également sauvé les végétaux. Il y a 150 végétaux qui ont été déplantés pour transformer le site. Ils ont créé une bourse aux végétaux et les habitants du quartier ont pu venir chercher des végétaux. Donc c'est aussi l'économie circulaire de travailler avec le vivant. Voilà, donc un projet très, très abouti. Alors, ouais, voilà. Et on voulait juste terminer sur ces éléments-là. Donc, pour retenir ce qu'apporte une démarche d'urbanisme circulaire, c'est d'abord effectivement de mieux gérer les ressources, évidemment, les ressources environnementales, matérielles, mais c'est aussi, on l'a vu, les ressources humaines. C'est une évolution des compétences, du travail en équipe. Et c'est aussi du patrimoine. On en a parlé aussi dans la table ronde précédente. Tout devient ressource. Donc on est vraiment sur une inversion du regard. Deuxième argument, c'est que, on peut amener l'aménagement vers plus de transversalité et plus de concertation partenariale. C'est travailler différemment avec les acteurs, et y compris au sein des institutions. Là, pour Grenoble-Alpes Métropole, c'était la première fois qu'ils travaillaient ensemble, main dans la main, la direction de l'aménagement et la direction déchets. Voilà, donc c'est effectivement être capable de travailler de manière transversale sur ce sujet. C'est aussi une manière de faire évoluer les modèles économiques, sociaux et environnementaux. On parle d'une ville qui va être beaucoup plus créative, collaborative, donc avec un écosystème où les acteurs vont non seulement être là au moment de la conception, mais ils seront là peut-être aussi au moment de l'usage. Donc s'ils ont participé à concevoir ce qu'ils vont utiliser ensuite, eh bien, on sera d'autant meilleur sur l'économie des ressources. Et puis, un quatrième argument qui est intéressant et qu'on avait pu aussi expérimenter, par exemple, avec le pays du Soungo, qui se trouve dans l'est de la France, c'est un vecteur d'attractivité du territoire, en prenant en compte vraiment les spécificités locales. Eux avaient conduit un travail autour de leurs friches,
Et ils ont eu toute une démarche d'action culturelle, par exemple, autour des friches, et ensuite de création d'activités dédiées à l'économie circulaire dans ces espaces. Voilà. Donc, 4 bonnes raisons de se lancer. Il faut y aller. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Donc, on voit que le réemploi et le recyclage s'inscrit finalement dans une démarche plus globale, hein, quand on veut penser la ville durable, que c'est finalement une étape du processus, et puis évidemment que ça renvoie à des notions dont on entend parler de plus en plus souvent, comme la sobriété, bien sûr. Est-ce qu'il y a peut-être un complément de l'ADEME sur ces travaux? Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Peut-être juste, on peut parler de l'articulation entre l'échelle plutôt stratégique du territoire et des opérations. Je ne sais pas s'il y a des exemples de votre côté sur des opérations qui ont permis de mettre en place une stratégie un peu plus globale au niveau des maîtres d'ouvrage. L'exemple que je donnais à l'instant là sur le pays du Sungo, ils ont travaillé leur PCAET en même temps que leur SCOT et que la démarche économie circulaire. Donc c'est intéressant du point de vue du zéro artificialisation nette. Ils ont travaillé vraiment sur la structuration de filières aussi, hein, donc c'est une échelle de territoire pertinente pour ça. Et vous tendez la perche aussi pour qu'on puisse parler des démarches de labellisation. C'est intéressant du coup d'aller vers de la labellisation économie circulaire dans le cadre du programme Territoire engagé pour la transition écologique, parce que ça permettra de travailler en fait toute l'action publique au sein de la collectivité. Toutes les directions peuvent être impliquées et il faut derrière avoir aussi une gouvernance avec les acteurs pour pouvoir avancer. Donc le label économie circulaire est vraiment un outil aussi qui peut aider à se positionner là-dessus. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Donc je vous propose maintenant de passer à la suite. Donc ce sera des notions évidemment qui feront écho à ce que vous venez de dire. Donc là on va parler un peu plus précisément de métabolisme circulaire. Donc on va accueillir Fanny Thibault. Merci. Donc Fanny Thibault, vous êtes experte économie circulaire et réemploi au sein de la société civile d'intérêt coopératif, la SCIC Bellastock. Donc Bellastock, c'est une contraction, je crois, de Belleville et de Woodstock. Donc peut-être que vous allez nous en expliquer un petit peu plus le sens et puis savoir qu'est-ce que vous faites chez Bellastock et en particulier, qu'est-ce que vous avez pu expérimenter sur ces notions-là. Je vous laisse donc les diapos. Voilà, à vous la parole. Je teste d'abord. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Donc, effectivement, la dernière question, elle tombait à pic puisque je comptais justement vous parler d'une autre facette de l'urbanisme circulaire qui retourne peut-être à l'échelle du réemploi pour ensuite parler de comment on peut extrapoler les leviers et les freins qu'on rencontre à l'échelle d'une opération à une échelle territoriale au travers de stratégies de planification en vue de mettre en place des métabolismes circulaires. Et donc je vais faire ça au travers de 2 exemples de projets aussi, celui du métabolisme urbain de Pleine Commune, qui est un projet passé qui a duré de 2017 à 2020, et le projet d'écosystème favorable à la prévention et au réemploi des déchets du bâtiment et des travaux en Bourgogne-Franche-Comté, qui a débuté il y a peu de temps. Et donc pour parler du passé d'abord, je vais aussi parler de l'évolution de Bellastock. On a été brièvement introduit par Zerm tout à l'heure, merci. On apprécie aussi beaucoup leurs travaux. Donc effectivement, Bellastock, c'est à l'origine un festival. Mais aujourd'hui, on est devenus des experts en réemploi, en économie circulaire et aussi sur des sujets de l'urbanisme de la transition. Et on a 4 champs d'action, donc à travers des études d'AMO réemploi. On est dans des équipes de MOE en tant que bureau d'études réemploi. Donc, par exemple, on aura la chance de travailler sur FIFCAI dans pas longtemps dans la MOE espace public. Et on a aussi effectué des études et des recherches et on transmet beaucoup des connaissances qui se développent autour de l'économie circulaire du réemploi, aussi dans des projets de formation et des projets pédagogiques qui ont donc comme origine le festival Bellastock qui s'appuie justement sur le constat d'un groupe d'étudiants en école d'architecture en 2006 du manque de pratique en école d'architecture, qui organise du coup un festival chaque année autour de différentes thématiques et sur différents sites
pour créer une fiction urbaine, créer une ville éphémère qui permet de se questionner sur des sujets sociaux, environnementaux qui les travaillent et qu'ils aimeraient aborder au travers de justement leur pratique d'architecte. Et en 2012, ce festival nous amène à cristalliser la thématique plus particulièrement de la matière et de l'économie circulaire, parce que cette année-là, la ville éphémère est construite en déchets du BTP, qui sont récoltés au nord de Paris, sur le territoire de Plaine Commune, justement. Et du coup, au fil des années, l'association s'est professionnalisée et le festival permet à l'association de rester pendant plusieurs années sur le site des entrepôts de printemps sur lequel a lieu le festival de 2012 pour accompagner la déconstruction sélective des entrepôts. Et ça permet de 2012 à 2019 de créer un véritable laboratoire d'expérimentation autour du réemploi avec une Act Lab, donc un équipement de chantier qui sert à la fois d'équipement pratique de transformation de la matière, mais aussi un lieu de diffusion et de démonstration justement du réemploi et d'ouverture du chantier. Donc la base vie elle-même est construite à 85% à partir de matériaux de réemploi. Et puis sur tout le site, pendant des années, à partir des matériaux de l'entrepôt, on teste, on montre qu'est-ce qui peut être fait, par exemple, avec les bétons en tant que pavage en opus incertum, comment des tubes de sprinkler et des skydomes peuvent constituer des luminaires. Et voilà, c'est l'occasion de faire aussi une ouverture culturelle du chantier et d'en discuter avec un public plus large. À terme, ce projet-là et toutes ces expérimentations, elles avaient comme vocation d'atterrir dans le projet futur de l'écoquartier. Malheureusement, la réalité du contexte et la pression foncière, notamment de l'aménagement massif des JO qui doit avoir lieu dans cette région, en décide un peu autrement. Et puis Act Lab est déconstruit en 2019 avec très peu de réemploi finalement dans le projet. Mais par contre, ça nous a permis pendant toutes ces années de développer plein de tests, plein d'expertises, et puis de mettre aussi justement en lumière les freins à la mise en pratique réelle du réemploi dans les projets. Donc notamment la question de l'adhésion de toutes les parties prenantes, d'avoir des engagements peut-être contraignants aussi dès le départ, la question des connaissances et compétences techniques autour du réemploi, etc. Et donc au travers de ces années à l'île Saint-Denis, on se rapproche aussi du territoire de Plaine Commune, et puis on met en lumière pour cette communauté d'agglomération dans laquelle on se situe toutes les opportunités de la mine urbaine et du réemploi. Et donc, oui, on peut, au travers des expérimentations à l'échelle de projet, ensuite prétendre à répondre à des commandes à l'échelle plus grande de Plaine Commune, d'une étude de métabolisme urbain et de mise en pratique du réemploi à leur échelle. Donc, le métabolisme urbain, il vous a été présenté à l'instant, je ne vais peut-être pas y revenir. Vous voyez, il s'agit d'un concept qui fait un peu le parallèle entre un système d'une ville et celui d'un organisme qui consomme pour fonctionner, pour grandir, pour se régénérer des ressources et puis en rejette également. Et du coup, Plaine Commune, qui sait qu'elle va se régénérer énormément dans les prochaines années, qui est un territoire en pleine mutation avec à terme 40% du territoire qui est voué à muter, avec les JO, un engagement d'un renouvellement de plus de 4000 logements à construire par an, etc. Mais aussi des contraintes et des problématiques sociales et économiques très fortes. Dans le nord de Paris, il y a un bassin qui a un cruel manque d'emploi. Et Plaine Commune, justement, ressent que le territoire en mutation peut être aussi une opportunité d'emploi si elle met en place des politiques d'économie circulaire. Donc elle fait faire une étude de métabolisme par un premier cabinet qui est Carbone 4, qui met effectivement en lumière l'énorme impact qu'il y aura sur le territoire. Donc il y aura plus de 1,3 million de tonnes de matériaux qui sont voués à entrer dans le territoire pour construire des nouveaux bâtiments et 1,3
millions de tonnes qui vont être rejetées en termes de déchets. Pardon. Donc la phase opérationnelle du projet de métabolisme urbain, elle demande de réfléchir à partir de cette connaissance de ces stocks immenses et de cette mine urbaine immense, comment on peut déployer une économie circulaire en identifiant puis en aidant à mettre en œuvre l'ensemble des dispositifs territoriaux nécessaires à la mobilisation des ressources locales, donc les ressources à la fois matérielles et humaines. Et là, on se concentre cette fois-ci vraiment sur le domaine de l'aménagement et de la construction. Concrètement, les leviers d'action sont déjà identifiés, c'est créer des boucles de flux de matériaux, notamment en mettant en place justement des filières locales d'activité et des acteurs qui sont capables de gérer ces flux. Donc c'est là où on sait qu'on va avoir un potentiel de création d'emplois aussi sur ce territoire. Mais il faut aussi penser à la stratégie foncière donc pour accueillir ces nouvelles activités de réemploi, de réutilisation et de recyclage. Le groupement qui répond à cette étude est composé de Bellastock, mais aussi d'un grand nombre de partenaires, donc notamment Recovering qui travaillera avec nous principalement sur les filières, des acteurs de l'insertion sociale, le CSTB, des architectes, des bureaux d'études, et qui travaillent donc sur 6 axes d'études. D'abord, affiner le diagnostic du métabolisme de pleine commune au travers des diagnostics ressources de 30 sites pilotes, à la fois émetteurs et récepteurs, donc de déconstruction et de construction. On identifie donc des flux stratégiques de matière, les terres cuites, les menuiseries extérieures, les serrureries, le bois, le béton. Et pendant ces années, on fait des expérimentations justement de synergie interchantier, de réemploi d'un projet à l'autre. Et on crée des fiches matériaux qui documentent donc ce qui est possible de faire avec ces ressources. On cartographie l'existant, on cartographie aussi le foncier, justement le foncier qui pourrait être disponible et mobilisé. On modélise les besoins qu'auraient des plateformes de transformation de matière. Et puis on cartographie évidemment l'ensemble des acteurs existants sur le territoire. Ensuite, pouvoir travailler à quelles filières sont à développer pour pouvoir valoriser localement les flux stratégiques identifiés. Il y a un AMI qui est conduit pour stimuler les filières locales qui veulent développer leur activité. C'est une aide à la modélisation technique et socio-économique de ces acteurs-là, toujours autour des flux de matière qui ont été identifiés. Donc, on a un certain nombre de lauréats. Par exemple, CEMEX et Réavi, donc CEMEX qui développe une compétence de recyclage des granulats de béton en gravier classe 1 pour être réintégré dans du béton structurel, et Réavi qui a par cet accompagnement accès à sa première plateforme de revente de matériaux. Donc, ils sont encore présents sur le territoire, maintenant à d'autres endroits. C'est des cureurs revendeurs qui travaillent avec des modèles d'insertion sociale également. Deuxième levée d'action après les filières, c'est agir sur les pratiques des maîtrises d'ouvrage. Cette connaissance et expérimentation autour des filières, de comment déconstruire sélectivement, comment faire un diagnostic et comment reconstruire avec ces mêmes matériaux, c'est traduit dans des guides, des fiches flux, des méthodes opérationnelles. Ensuite, il y a des formations effectives des maîtrises d'ouvrage pour les accompagner à comprendre ces démarches, leur donner des guides aussi opérationnels. Il y a la signature finalement d'une charte de tous les maîtrises d'ouvrage du territoire qui s'engagent déjà à dédier 1% du montant de leur construction ou rénovation à l'achat de produits issus du réemploi ou de la réutilisation dans leurs projets et à l'intégration de 5% de matériaux recyclés minimum dans le béton de construction, et puis d'autres indicateurs, donc 20% de produits issus du réemploi, de la réutilisation, du recyclage dans les espaces publics, le recours à des écomatériaux, etc. Donc cette charte, elle est mise en place, elle est encore signée et mise en application aujourd'hui, et elle crée donc une grande demande à l'échelle de toutes les actions, opérations de construction dans ce territoire. Il y a la mise en place aussi de plateformes numériques avec donc des outils type forum, une plateforme de diffusion des diagnostics ressources dans laquelle encore aujourd'hui
sont généralement partagés les diagnostics ressources et mis en lien les différents constructeurs, les différents bureaux d'études réemploi qui peuvent ensuite s'en saisir. Et finalement, on a trouvé que la démarche, elle avait vraiment été un succès parce que la collectivité s'implique vraiment dans cette démarche. Il y a des personnes dédiées qui encore aujourd'hui font vraiment le lien entre tous les acteurs et veillent en fait à la bonne application et le bon développement continu en fait, des graines qui ont pu être plantées pendant ces 3 ans. Bon, les enseignements, ça a été déjà un peu évoqué, c'est évident, c'est que pour faire plus de réemploi à l'échelle d'un territoire, il faut une coopération de tous les acteurs. Il y a beaucoup plus de personnes issues d'institutions différentes qui doivent coopérer et qui doivent partager sur les démarches qui sont en cours. Il faut sensibiliser, diffuser avec toutes les parties prenantes. Et puis, il faut connaître bien son territoire. On l'a aussi évoqué plusieurs fois aujourd'hui, que chaque région a aussi des matières et des ressources propres, qu'elles soient aussi humaines et techniques. Et donc, pour vraiment mettre en place une stratégie territoriale qui a du sens, il faut se saisir de tout l'existant pour l'accompagner à évoluer. Un des freins et une des limites, ça a été plus la question du foncier. On a eu du mal à faire atterrir finalement un site qui vraiment, ou des sites qui étaient en capacité d'accueillir toutes les ambitions qu'on avait. En fait, le métabolisme circulaire, ça implique une ville productive où il se passe plein de nouvelles activités et qui ont du coup besoin de stockage, d'activités qui peuvent aussi générer des nuisances. Donc, il faut aussi réfléchir à la typologie urbaine qu'on a et est-ce qu'on est en mesure d'accueillir ces flux, ces nuisances. Et puis peut-être que ce qui a été dommage, ça a été l'absence de la notion d'éco-conception et de sobriété justement en amont du projet. On l'a vu, peut-être que les 40% de territoires à muter, ils auraient pu ils auraient pu aussi être re-questionnés ou il y aurait pu avoir une optimisation de l'usage, peut-être d'autres manières. En tout cas, aujourd'hui, on se poserait peut-être plus cette question. Enfin, dernière conclusion, c'est qu'en fonction de l'établissement public commanditaire d'une telle étude, on n'a pas les mêmes leviers d'action. Donc, si on parle par exemple d'une commune qui veut étudier son flux de matière et son métabolisme, elle a une maîtrise d'ouvrage opérationnelle, elle va pouvoir agir par exemple à travers toute la commande publique sur son territoire. Une communauté d'agglomération comme Pleine Commune, elle va pouvoir travailler peut-être plus sur les politiques d'urbanisme réglementaire, les documents cadres, le PLU, aussi au travers des commandes d'espace public et de voirie, mais ça aussi, il y a des disparités en fonction des régions. Et puis justement, la question d'une région, donc la Bourgogne-Franche-Comté, qui souhaite structurer un écosystème favorable au réemploi et à la prévention des déchets. Une région, au final, elle va pouvoir agir plutôt sur la planification, donc sur d'autres leviers. Donc, la région Bourgogne-Franche-Comté, aujourd'hui, se pose cette question, elle est aussi dans un tout autre contexte. Donc, elle a tout un tas de réglementations et de contextes législatifs réglementaires qui sont en place, des ambitions définies dans le plan régional de prévention et de gestion des déchets, une feuille de route régionale d'économie circulaire, un schéma régional des carrières qui souhaite prendre en compte la disponibilité des ressources minérales recyclées. Et puis, il y a la REP qui s'installe, et puis il y a la grande question du maillage territorial de la REP, et de comment et où et quelles installations on va, à l'échelle de la région, installer. Il subsiste aussi des questionnements des communes qui constituent la région sur est-ce que la gestion des dépôts sauvages va être réglée, est-ce qu'on va avoir des déchetteries capables d'accueillir tous les flux. Tout évolue très vite. Et ensuite, en parallèle, une autre évolution, c'est qu'il y a des projets, l'accélérateur de l'ADEME de projets d'économie circulaire qui génère des nouvelles demandes d'aide, de déchetterie, de plateformes de tri. Pareil, il faut s'outiller et puis développer les compétences à l'échelle de la région pour pouvoir accompagner tout ça. Donc a été lancé un appel d'AMO pour structurer cet écosystème régional. Cette fois-ci avec vraiment aussi une démarche de préservation
de sobriété de la consommation, d'efficacité dans les procédés constructifs mis en œuvre, donc pas seulement de gestion des ressources, mais aussi de comment on va construire à l'avenir dans notre région pour pouvoir éviter les déchets aussi sur un temps plus long. Et aussi une grande démarche donc de co-construction, de coopération et de partenariat à l'échelle de la région. Le groupement, on retrouve quelques personnes qui étaient dans le groupement initial ou qui ont été créées par le groupement de pleine commune, je veux dire. Donc cette fois-ci, Recovering est mandataire. Nous, on pilote la partie réemploi, on copilote avec eux la partie réemploi avec Réavi, donc les cureurs revendeurs de matériaux en structure d'insertion sociale qui ont un peu été lancés, notamment au travers de pleine commune, qui vont nous accompagner sur l'expertise vraiment technique de terrain. Et la PAV qui va avoir un volet contrôle technique, justement pour répondre à toutes ces questions qu'on a sur l'assurance et la validation technique des solutions de réemploi. Et puis tout un volet éco-construction porté par Tribu, une expertise biosourcée portée par le cluster urbain, le CEREMA pour la gestion des déchets des travaux publics, et puis InnoPublica qui va nous accompagner sur la modélisation et la visualisation des données. Présenter rapidement les 6 étapes du projet. Il y a peu d'illustrations parce que c'est difficile d'illustrer un projet qui n'est pas encore vraiment opérationnel ou du moins qui vient de démarrer. Mais c'est intéressant du coup de voir les leviers d'action auxquels la région Bourgogne-Franche-Comté a pensé. Première étape, c'est plus une étape de mise en route et de diffusion du projet. Ensuite, une étape de veille sur tout ce qui existe déjà en termes d'outils, de guides et de législation sur le réemploi, l'éco-construction, parce qu'on le voit, il se passe des choses dans tous les coins et il est peut-être nécessaire d'abord de se mettre à jour avant de réinventer les choses. Ensuite, une étape de recensement de la production des déchets de tous les acteurs qui existent dans la filière locale. Un recensement des matières premières et des produits consommés dans la construction aujourd'hui. Là, c'est vraiment des modélisations de données qui vont être une extrapolation des diagnostics déchets et puis des diagnostics ressources qu'on a fait sur pleine commune. Un recensement des entreprises qui fabriquent des matériaux de construction, une identification des procédés constructifs propres à la région. Ensuite, un recensement de tous les acteurs qui font déjà, qui favorisent déjà un écosystème vertueux. Une scénarisation d'un maillage territorial, justement des solutions qui manquent encore à avoir un métabolisme circulaire. Un recensement des solutions et des pratiques qu'il faut massifier. Et encore des annuaires et des guides. Et donc tout ça, ça va être diffusé au travers d'outils qui vont être déployés, donc des guides sur l'utilisation de ces produits, de ces solutions qui auront été privilégiés, des accords cadres types pour les assureurs, les contrôleurs techniques, des marchés publics types pour intégrer le réemploi dans les travaux, et puis la mise en place au moins d'études de faisabilité et de cadres pour les plateformes numériques qui seront mises en place et les plateformes de stockage matériauthèque type de réemploi. Donc, typiquement, les éco-organismes de la REP parlaient tout à l'heure de leur interrogation sur qu'est-ce qu'il faut en termes de stockage de réemploi de matériaux. Donc ça sera des guides en fait à l'installation de ces lieux et de ces plateformes. Et ensuite une phase opérationnelle aussi, donc avec tout un tas de projets pilotes qui devront nourrir par la pratique les réflexions. Je m'arrête un peu abruptement parce que je pense que c'est un peu long déjà. Peut-être pour conclure en 2 mots. En 2 mots, oui. En 2 mots. On voit que en fonction des institutions territoriales, on a un peu tout de même les mêmes stratégies. Donc l'important, c'est le diagnostic exhaustif de l'état actuel. Et puis des plans d'action qui, d'abord, stimulent les synergies et les solutions qu'on a identifiées. Donc partager les diagnostics, mobiliser les filières, les plateformes, mais aussi vraiment engager tous les acteurs, les outiller, et puis former et informer, parce que comme on l'a vu aujourd'hui, c'est un milieu et des solutions qui sont en permanente évolution. Encore aujourd'hui, j'ai découvert des nouveaux cas d'études de réemploi qui ouvrent la porte à des nouvelles solutions. Donc il faut toujours partager l'évolution.
Merci beaucoup. Et justement, je ne résiste pas à l'envie de vous demander de dire un petit mot, alors très brièvement, si possible, en 30 secondes, sur Opalis, hein, donc, que vous devez connaître aussi. Vous parlez d'informer, outiller. Donc Opalis, c'est une plateforme très complète, voilà, où il y a une cartographie d'acteurs, revendeurs, des fiches matériaux, des fiches projets. Donc, est-ce que vous pouvez en dire un petit mot en 30 secondes? Oui, tout à fait. Donc, ça faisait partie de ce recensement des choses qui existent déjà pour pouvoir les intégrer. Donc, nous, on a participé au projet européen FCRBE, qui était mené avec Rotor, justement des constructions en Belgique, et puis des acteurs néerlandais et anglais, donc, pendant lequel on a produit des guides techniques pour les diagnostics et pour extraire des matériaux en vue du réemploi, des guides à la destination des maîtrises d'ouvrage pour l'intégration de matériaux dans les projets. Et effectivement, un autre très gros volet, c'était le recensement de tous les acteurs qui existent déjà, donc qui sont souvent très invisibles. C'est les revendeurs de matériaux anciens qui sont parfois dispersés sur le territoire, dont on n'a pas forcément connaissance. Donc nous, dans nos projets opérationnels, on diffuse toujours, on en renvoie toujours les personnes qui souhaitent, par exemple, se fournir ou trouver des repreneurs de matériaux vers cet annuaire qui leur permet, en fait, en fonction de la matière qu'ils ont, de trouver des personnes qui seraient susceptibles de les récupérer. Merci beaucoup, merci donc pour tous les sujets que vous avez abordés. Je retiens aussi la dimension sociale, hein, du réemploi qui est prépondérante évidemment, avec cette notion de faire participer aussi les habitants qui vont voir leur quartier se transformer, etc. Donc merci de porter aussi cet aspect-là. Et je ne sais pas s'il y a des biologistes dans la salle, mais c'est vrai que le métabolisme circulaire, c'est peut-être un peu un défi à la cellule, puisque la cellule, elle utilise la matière, l'énergie, après elle en fait du déchet. Et là, si je comprends bien, avec ces déchets, il faut les remétaboliser et à nouveau les utiliser. Oui, en fait, c'est l'idée. Il faut presque voir plutôt ça comme un écosystème, comme on a ces bocaux démonstratifs qu'on peut acheter chez Nature et Découverte, où pendant très longtemps, des organismes vivants pourront vivre sans aucun ajout de matière et sans aucun rejet de déchets, parce qu'en fait, chacun utilise les déchets et les ressources de l'autre. Merci beaucoup. Donc, je vous propose de passer à un sujet qui touche à la sobriété foncière. C'est un mot qui a été aussi plusieurs fois évoqué dans la journée. On a évoqué aussi la politique de la ZAN, zéro artificialisation nette. Donc voilà, on va accueillir Frédéric Lasseron. Donc Frédéric Lasseron du CEREMA, vous êtes responsable. Bravo. Responsable du secteur connaissance et mobilisation du foncier. Et donc vous allez nous parler de ces sujets de sobriété foncière, de ZAN, en particulier via le prisme donc de la loi climat et résilience de 2021. Donc je vous laisse vous installer et puis on va projeter aussi votre support. Merci Lucien. Bonjour à toutes et à tous. Donc rapidement, hein, je suis Monsieur Lasseron, je travaille au CEREMA. Et comme l'a indiqué Lucien, oui, je suis responsable d'un secteur d'activité. Le CEREMA est un établissement public qui fait des prestations dans le domaine de l'aménagement du territoire. Et on découpe nos prestations en 20 secteurs d'activité. Et donc j'ai le plaisir d'animer tout ce qui a trait à la connaissance du foncier. Alors peut-être rapidement, on va peut-être faire un pas de côté avec sobriété foncière par rapport à vos sujets de préoccupation de la journée. Donc, comment dire, on va essayer de définir ce qu'on met derrière le mot sobriété foncière et quels sont les outils de mesure. Alors tout d'abord, est-ce que c'est une préoccupation nouvelle, cette sobriété foncière? Sobriété foncière qu'on peut en négatif dire, bon, on va lutter contre l'artificialisation, qui est un objectif commun à plusieurs politiques publiques. Donc je vous ai ici inscrit une frise avec les différentes réglementations depuis une vingtaine d'années, la loi SRU, qui finalement touche de près ou de loin à cette notion d'atteinte de plus grande sobriété foncière. Donc on ne manque pas de loi, comme vous voyez. Tout ce qu'on peut dire en fait, c'est que ce fil directeur d'une plus grande atteinte de sobriété foncière se renforce de plus en plus au travers des différentes réglementations. À la lecture de la frise, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'elle fonctionnait peut-être des fois en silo. Vous voyez que vers 2010-2014, on a eu un focus sur l'agriculture. Et puis la dernière loi climat et résilience a une vue un peu plus large, comme la loi Allure. Et puis on va voir, il y a des gradations dans la loi. Donc on va s'arrêter principalement à la dernière, la loi de 2021, loi climat et résilience, alors qui pour la première fois définit l'artificialisation. C'est un terme du sens commun qui n'était pas du tout défini.
Donc c'est l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques, climatiques, ainsi que son potentiel agronomique, par son occupation et son usage. Alors j'attire tout de suite votre attention, ce n'est pas le sens commun. Artificialisation ne veut pas dire, ne se résume pas à simple imperméabilisation. C'est bien l'ensemble des fonctionnalités du sol qui va intéresser et qui va impacter cette notion d'artificialisation. Et puis la loi définit traditionnellement ce qu'on avait en urbanisme, la consommation d'espace, comme la création ou l'extension effective d'espace urbanisés sur un territoire concerné. Donc là, si on résume, c'est la conversion d'espaces naturels, agricoles et forestiers en espaces dits artificialisés. Voilà pour le panorama législatif. Alors, est-ce que c'est une approche nouvelle ou un déplacement de curseur? Ici, je vous propose un schéma, on va dire, pour le développement classique d'un territoire, les constructions, réhabilitation de surfaces bâties ou imperméabilisées. Traditionnellement, à gauche, enfin pas traditionnellement, pardon, en violet, on se développait en extension urbaine, mais pas que, hein, au sein de l'enveloppe urbaine également, avec différents leviers que vous connaissez, hein, tout ce qui a trait à la densification, surélévation de bâtiments, c'est pas nouveau, hein, Paris, les immeubles haussmanniens ont été également surélevés, construction sur dents creuses, division parcellaire, voilà, donc par densification, mutation d'emprise bâtie, réhabilitation de friches et lutte contre la vacance qui a été évoquée tout à l'heure. En fait, ce n'est pas une approche nouvelle, hein, ça on le fait déjà, c'est tout simplement la loi climat-résilience avec une plus grande atteinte de sobriété foncière. La volonté, c'est de déplacer le curseur. Ce n'est pas non plus de mettre une croix rouge sur l'espace violet, hein, c'est-à-dire que le développement en extension reste possible, mais on souhaite déplacer le curseur. Alors, c'est une approche nouvelle par rapport aux autres lois, parce que, comme je vous ai indiqué, on a une définition de l'artificialisation, on a des objectifs chiffrés. Ça, c'est quand même nouveau. Et ça amène, on va dire, des points de repère, des contraintes. Ça dépend comment on peut prendre aussi, hein, ça peut être aussi motivant et challengeant pour atteindre ces objectifs. Et puis moi, je vais vous permettre de vous faire un petit focus sur les outils de mesure. Alors, déjà, je dirais, ça commence bien. On va suivre, non pas l'artificialisation, mais deux notions, consommation d'espace et artificialisation. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, avec deux objectifs, 2031, on va suivre la trajectoire de la consommation d'espace avec ce qui est demandé au territoire de réduire de 50% d'ici 2031 par rapport à une période 2011-2021, leur consommation d'espace. Pour progressivement prendre une trajectoire pour atteindre en 2050 ce qu'on appelle le zéro artificialisation nette, ZAN, qui est en fait la balance entre la renaturation des espaces et leur artificialisation. Vous voyez, là on change de notion. Bon, pour, comme je vous l'indiquais, prendre l'usage global des sols. Alors, je répète, pour nous, le ZAN n'est pas l'arrêt des projets d'aménagement, pas du tout. C'est surtout, en fait, changer nos modes de faire pour nous développer. Donc, je pense que ça fait écho à l'urbanisme circulaire et tous vos modes d'intervention. Alors, une approche nouvelle directement dans l'urbanisme et les documents de planification. Donc, si on résume déjà rien que pour les 10 prochaines années, pour les 3 documents de planification qui s'appliquent au territoire, le schéma régional, les SCOT et les PLU, carte communale, on a différents calendriers qui sont fixés par la loi avec des entrées en vigueur, des objectifs de réduction de la consommation d'espace à intégrer dans ces documents. Donc vous voyez, 2024 pour le SRADET, 2026 pour les SCOT et 2027 pour les PLU. Si ce n'est pas fait, c'est le petit encart là en haut, si ce n'est pas fait dans les temps, par exemple, les ouvertures à l'urbanisation des SCOT seront suspendues et les autorisations d'urbanisme dans les zones à urbaniser des PLU ne seront plus permises si le PLU ne se met pas en conformité. Alors quand je vous dis que la loi se renforce, quand on dit intégration des objectifs, pour ceux qui ont un peu l'habitude des documents d'urbanisme, la loi ALUR prévoyait déjà une intensification de la densification urbaine. Donc ainsi, dans le rapport d'un PLU, le diagnostic devait intégrer des études de densification.
Si je note le renforcement de la loi en 2021, c'est que ça devient maintenant, les objectifs doivent être chiffrés et inscrits dans le PADD. Donc le PADD, lui, est un document opposable, à l'inverse du rapport de présentation et des diagnostics qui se trouvent dans un PLU. Donc on a comme ça, petit à petit, un renfort et des chiffres qui apparaissent. Donc les chiffres, c'est un phare, un point de repère pour atteindre cette sobriété foncière. Alors j'en viens maintenant, et moi je vais terminer mon propos, sur, une fois dit cela, une dernière nouveauté de la loi, c'est on a souvent des lois qui sont mises en place et l'intendance de mesure autour de la donnée ne suit pas. Là, on a quand même une nouveauté. On a au niveau national une préoccupation de fixer des objectifs et de les mesurer, ou d'aider à les mesurer. Donc sur la consommation d'espace, là nous je suis assez à l'aise pour en parler parce que le CEREMA, on produit pour le ministère depuis 2018 dans le cadre du plan national biodiversité des indicateurs nationaux de consommation d'espace à la commune. Donc je vous fais simple, hein, pour consommation d'espace, pour les 10 ans à venir, on va continuer de se baser sur les informations fiscales liées à la taxe foncière. Chaque propriétaire, qu'il soit moral ou physique, quand il construit, il doit déclarer aux impôts les surfaces bâties sur sa parcelle de contenance, de ses bâtiments, de ses locaux. Ces données, ces pratiques, on en dispose, nous, au CEREMA et le ministère, depuis 2009, bien capitalisées, bien structurées. Et ça nous permet, via les déclarations fiscales faites avec 13 postes fiscaux, de pouvoir regrouper en 2 catégories, artificialisées, non artificialisées, sans plus de détails, mais au moins d'avoir des chiffres à la commune de flux annuels entre les espaces artificialisés et les espaces naturels, agricoles et forestiers. Alors avec beaucoup de biais, beaucoup d'explications qu'il faut donner, donc on est depuis 4 ans engagé à documenter la façon dont on calcule ces données, hein, qui sont critiquables, mais qui ont le mérite d'exister et de donner des points de repère. Alors ici, je vous donne quelques points de repère au niveau national, mais ces points de repère se déclinent au niveau EPCI, commune. Donc, juste sur la consommation d'espace, on a à peu près 2/3 de la consommation d'espace qui est faite depuis 10 ans, et c'est une tendance qui se vérifie pour l'habitat. 40% de la consommation d'espace n'est située que dans 5% des communes. Environ une commune sur 2 n'a aucune consommation d'espace pour l'activité. Et 50% de la consommation d'espace pour l'activité est située dans 5% des communes. Alors, on produit ce rapport de l'analyse de ces déterminants de la consommation d'espace et ça nous permet également de faire des graphes comme vous voyez ici. Je m'excuse, hein, il n'est pas trop lisible, mais en gros, ça nous permet de surveiller, de monitorer cette consommation d'espace depuis 2009. On se rend compte qu'elle baisse un peu, on voit un petit peu, mais on arrive quand même plutôt sur un plateau autour de 20 000 hectares par an de consommation d'espace. Consommation d'espace qui n'est pas l'artificialisation. Donc, à partir de 2030, on devrait pouvoir commencer à mesurer l'artificialisation et plus seulement la consommation d'espace. Alors pour cela, on a besoin d'outils, de modes d'occupation des sols. Donc ici, je vous ai fait une illustration donc, de l'opérateur national IGN qui a été chargé depuis 2018 de généraliser un mode d'occupation des sols à l'échelle nationale. Donc ça s'appelle l'acronyme EOCSGE. Donc c'est une base cartographique hein, qui permet de délimiter les espaces à la fois sur une composante couverture et usage du sol. Couverture, c'est espace bâti. L'usage, c'est dédié à l'habitat, l'activité ou est-ce que c'est mixte. Donc on a comme ça des polygones qui sont définis et on a leur couverture et l'usage. Alors, la France devrait être couverte par ce produit d'ici fin 2024 entièrement. Actuellement, il n'y a que 1 ou 2 départements qui sont couverts. L'IGN nous dit qu'ils vont tenir les délais, donc croyons-les. Comment y réaliser le choix des départements? Je passe. Et les données seront actualisées tous les 3 ans, département par département. Ce qu'il faut retenir, hein, c'est ce que je vous ai déjà indiqué, nous, sans la présence de ce type d'outils, il est impossible de mesurer l'artificialisation. Donc il faut s'outiller, se doter de ces outils de mesure pour monitorer l'atteinte de la sobriété foncière. Voilà. Alors maintenant, je crois que j'en ai presque fini, hein, moi, sur ma présentation. Sur la mesure de l'artificialisation, quand on traduit ça de manière concrète
au-delà de l'outil, quand je fais le lien avec la loi climat-résilience, qui est suivi de différents décrets. Nous, on a ce qu'on appelle un décret nomenclature. Donc, vous avez en haut à gauche un jeu de bataille navale entre, en colonne ou ligne, la dimension couverture de l'occupation du sol et son usage. Et puis, vous avez espace artificialisé en rouge, espace non artificialisé en vert. Ce qui permet de la carte précédente de ramener les polygones à une couleur binaire. Là, je suis sur une commune du Gers, peu importe la commune, et ça nous permet de qualifier les espaces artificialisés, non artificialisés. Donc ça, c'est à la fois avec l'outil OCS-GE, compatible, CNICH, tout ce que vous voulez, plus les décrets nomenclature. Alors, vous dire que c'est facile, que ça paraît facile comme je vous le présente là, il y a encore beaucoup de débats sur ces décrets nomenclature d'avril 2022 qui risquent peut-être d'évoluer, parce qu'ils portent quelques questions auprès des élus. Bon, je ne sais pas si c'est visible à l'écran, mais on a par exemple les fonds de jardin qui sont rangés en espace artificialisé. Et ça pose énormément de problèmes de compréhension, parce que j'en reviens à la définition de l'artificialisation, elle est complexe, et une simple pelouse peut être, peut porter atteinte à la... C'est pas un espace de biodiversité très, très riche. Voilà, donc c'est difficile pour, je dirais, les élus de se mettre dans ce schéma de nouvelle définition de l'artificialisation. Excusez-moi. Et donc je vous invite à aller sur ce site qui recense à la fois tout ce qui vient d'être présenté sur la mesure, et donc c'est artificialisation développement-durable.gouv.fr. Je vous remercie de votre attention, et puis s'il y a 2-3 questions, je veux bien. Merci Frédéric. Donc voilà, on voit que la question de consommation d'espace, artificialisation n'est pas qu'un concept, et donc c'est déjà appliqué et outillé. Donc merci pour ces présentations. Voilà, est-ce qu'il y a une question ou deux pour Frédéric? Levez la main bien haut. Oui, là-haut. Oui, bonjour. Je suis Amandine Midaven de l'EPF Nord, enfin Hauts-de-France maintenant. Je me permets de rebondir sur ce que vous dites, parce que par rapport à l'artificialisation, en fait, on remarque, nous, sur certains sites industriels qui sont, excusez-moi, quasiment complètement, donc on va dire artificialisés et imperméabilisés, et cependant, il y a une biodiversité florissante. Donc, est-ce que ce genre de point, la biodiversité est prise en compte, ou est-ce qu'il n'y a que l'imperméabilisation des sols ? Non, en fait, elle n'est jamais suffisamment prise en compte, parce que dans les outils de mesure, je n'ai pas parlé d'un paramètre, il y a les seuils des polygones de mesure qui doivent être définis dans un futur décret. Et ça a aussi une incidence pour qualifier un polygone d'artificialisé et non artificialisé. Et par rapport à votre question, pour le moment, non, ça peut être assez réducteur. Par exemple, pour les jardins, les fonds de jardin, à titre d'exemple, c'était pour les qualifier de non artificialisés, il fallait 75% de surface arborée dessus, et pas seulement de la pelouse. Donc pour rebondir sur votre propos sur des espaces renaturés, on arrivera toujours à des essais de seuil, de bornes pour qualifier artificialisé, non artificialisé. J'attire votre attention, et je ne l'ai peut-être pas dit assez, mais dans la carte précédente sur le rouge et le vert, c'est pas très grave qu'un espace soit artificialisé. À la limite, vous pouvez le densifier, il ne viendra pas plomber le ZAN dans la balance non plus. Donc il y a à la fois l'intérêt de qualifier en artificialisé et non artificialisé. Par contre, c'est vrai, et c'est le reproche qui est fait, c'est tout ce qui est les efforts de renaturation, comment on les compte. Et là, il y a encore du travail, mais je vous rappelle qu'on est sur un temps long, on est sur 2050. Ce qui est plus important, c'est pas s'arc-bouter sur comment on compte. Les objectifs chiffrés resteront, c'est tout l'effet induit que ça amène au niveau de l'aménagement, et de dire, bon, voilà, comment je peux densifier mieux, comment je peux utiliser mieux pour répondre aux besoins du territoire. Merci. Alors, pour pas trop prendre de retard, une petite question peut-être alors, une dernière.
tu me laisses poser une question, Lucien, c'est gentil, je te remercie. Donc, moi, j'ai une question. J'ai entendu parler, en fait, de démarches d'élus qui seraient plutôt sur la MAN, le minimum d'artificialisation nette. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? C'est-à-dire qu'il y a une logique de se re-questionner sur les zones artificialisées et la possibilité qu'auraient un certain nombre de territoires, compte tenu de leur niveau de développement économique, de revenir sur la ZAN. Est-ce que ça vous parle ou... Non, actuellement, les seules discussions qui est au niveau du ministère, c'est de revoir le décret de nomenclature. C'est ce que j'ai seulement moi dans mon scope, hein, pour la raison que je vous indiquais, c'est définition de l'artificialisation sens commun qui est difficile, entre guillemets, à la faire passer, et ce décret de nomenclature, notamment pour les fonds de jardin, qui pose problème, les projets d'envergure nationaux à prendre en compte ou pas dans le décompte, et tout ce qui est surface de type mine et carrière. Man, je suis désolé, non, je ne suis pas au courant. Merci beaucoup. Alors, une question qui m'avait été posée, c'est sur la diffusion des présentations. Donc, on verra avec chaque intervenant si ils sont respectivement d'accord pour vous les transmettre. Mais si c'est le cas, vous pourrez aussi avoir tout ou partie des diaporamas diffusés aujourd'hui. Voilà, on arrive maintenant dans le Money Time et même dans le temps additionnel bientôt. Alors, on va accueillir Ilona Petit. Hein. Merci. Ilona Petit, donc de l'Institut national de l'économie circulaire. Donc vous avez la difficile tâche d'être la dernière intervenante de la journée. Donc vous allez nous parler un petit peu des questions de réemploi et de recyclage, et plus particulièrement en fait de la façon dont ces notions s'inscrivent dans la stratégie nationale bas carbone. Donc voilà, on va encore recontextualiser ces questions de réemploi et recyclage dans une politique nationale. Et donc vous êtes diplômé en droit et en économie et vous travaillez à l'INEC depuis un peu plus d'1 an en tant que chargé d'études sur ces questions de transition énergétique et écologique. Voilà, à vous la parole pour cette dernière intervention de la journée. Merci. Merci beaucoup Lucien, promis je vais tenir mon timing. Donc aujourd'hui je viens vous présenter une étude qui a été réalisée du coup par l'INEC, l'Institut national de l'économie circulaire, qui fait un travail de prospection et d'études du coup sur tous les sujets d'économie de la ressource. Et donc en début d'année, on s'est questionné sur un point qui est que le plus souvent, on traite de la transition énergétique sans prendre en compte toutes ces questions d'économie circulaire. Alors c'est vrai qu'actuellement, c'est un peu plus un sujet d'actualité parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas les métaux nécessaires pour électrifier l'entièreté de notre parc, et que du coup, il va peut-être falloir créer un peu des liens entre des sujets qu'on adresse d'habitude par des stratégies séparées, qui sont aussi ceux de biodiversité, donc ceux d'économie de la ressource, et ici celui de la transition énergétique. Donc c'est une étude qui est sortie en mai de cette année que vous allez pouvoir trouver. Et le but de cette étude a été de modéliser la quantité de ressources dont on allait avoir besoin pour réaliser la SNBC. Donc, qu'est-ce que la SNBC, donc Stratégie nationale bas carbone? C'est un outil qui a été mis en place par la loi de transition énergétique pour la croissance verte en 2015 et qui est un peu la feuille de route de la France pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc c'est aussi un outil qui a des objectifs sectoriels et qui adresse du coup à tous ces secteurs des objectifs de neutralité carbone qui donnent des lignes directrices. Et donc, nous, on a décidé de modéliser certains axes de cette stratégie qui est très large, hein, qui prend en compte beaucoup de choses, notamment le transport, qu'il soit aérien ou ferroviaire. Et donc, nous, dans la construction de notre étude, on a décidé de s'adresser notamment au secteur de la construction. Donc, pour construire cette étude, on est parti de 2 scénarios qui sont un scénario A, un scénario B, c'est assez simple. Le scénario A est plutôt un scénario tendanciel. C'est le scénario actuel, plus ou moins, si on continue nos efforts d'économie circulaire tels qu'on le fait actuellement. Donc c'est un scénario où on donne la priorité à l'électrification, où il n'y a pas de grands efforts de sobriété. On parlait d'artificialisation, donc là on continue plutôt sur la moyenne actuelle, et où on n'utilise pas forcément les gisements de biomasse dans leur entièreté.
Et dans notre scénario B, donc pour avoir un peu plus de détails au niveau des chiffres, on a pris les chiffres qui sont donnés dans les transitions, dans l'étude Transition 2050 de l'ADEME qui est sortie récemment. Donc on est parti sur le scénario 3 pour avoir un peu un scénario idéal, pas idéal hein, parce qu'on ne va pas non plus dans l'extrême, mais de ce que pourraient être les données si on faisait un peu plus d'efforts au niveau des leviers d'économie circulaire et si on rééquilibrait aussi l'électrification et les biomasses. Donc il y a quand même un gros sujet électrification biomasse car c'est quand même un secteur assez gourmand en métaux, mais on va se concentrer sur la construction aujourd'hui. Donc on est parti sur 3 secteurs. L'électrification, les biomasses et la construction. Donc vous avez en rouge ce qui est vraiment propre au secteur de la construction. Pourquoi aussi on a pris 3 secteurs? Parce que c'est vrai que généralement on quantifie les données que dans son secteur et on a rarement une vue vraiment d'ensemble. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec cette étude, car on a peut-être assez de béton pour réaliser la construction, sauf que pour développer les infrastructures de transition énergétique, il en faut aussi. Donc au niveau de la construction, on s'est surtout centré sur l'acier et le béton au niveau des quantités, c'est ce qui est le plus marquant. Bien sûr, on aurait voulu faire d'autres ressources, on sait qu'il y a des problèmes de calcin actuellement dans la construction, de bois, etc. Bon, ça fera peut-être l'objet d'une extension de l'étude. Et donc on s'est intéressé à 2 domaines qui sont le bâtiment neuf et le bâtiment rénovation. Et on a appliqué du coup des leviers de stratégie qu'on a identifiés à notre scénario B, donc, qui sont des leviers que vous connaissez tous, hein, qui sont assez classiques. On est parti sur la stratégie E3R. On sait qu'il y en a beaucoup en économie circulaire. Donc éviter, on est vraiment dans l'idée de la sobriété, du zéro artificialisation. Réduire, on est un peu plus dans tout ce qui est modélisation, éco-conception, tout ce qui est BIM. Recycler, bon bah voilà, vous voyez tout à fait ce qu'il peut avoir derrière, et le réemploi et la réutilisation. On a voulu mettre les 2 ensemble, on sait que dans le bâtiment, il y a quand même des petites distinctions. Et en plus de ces leviers qu'on a pu quantifier, hein, les 4 leviers qui sont précédents, on a rajouté aussi des leviers transversaux, car le but de notre étude est aussi de l'apporter au niveau de l'Assemblée, car on va avoir une révision de la stratégie nationale bas carbone. Donc on a aussi fait des recommandations. Et donc là, c'est des leviers qu'on ne peut pas réellement quantifier, mais c'est des leviers de passage à l'action où on retrouve l'éco-conception, l'organisation filière et territoire. C'est assez important au niveau de la structuration des filières dans la filière bâtiment. Le digital, la recherche et le développement, et le réglementaire et le financier. Et donc, pour vous présenter un peu les résultats concrets de cette étude, tout d'abord, on a tiré 3 grands enseignements. C'est que si on passe à notre scénario B, donc si on met un peu plus d'économie circulaire et si on prend en compte les contraintes de ressources dans notre transition énergétique, tout d'abord, ça va améliorer notre souveraineté. On est tous au courant des problèmes d'approvisionnement actuellement, encore plus dans le bâtiment. Plus on fait local, plus on sécurise nos approvisionnements, ça sera plus simple pour nous au niveau de la souveraineté. Le deuxième point, c'est qu'il y aura aussi un impact concret sur le territoire au niveau de la réindustrialisation et notamment un impact en création d'emplois. Les emplois créés par l'économie circulaire sont le plus souvent non délocalisables, donc c'est quand même un bénéfice économique et social qui est assez important. Et le troisième enseignement, je rejoins les interventions précédentes, c'est que la sobriété a quand même un grand rôle à jouer dans les réalisations de ces stratégies pour les rendre soutenables. Et c'est un levier qui a vraiment un poids très important, surtout dans le secteur de la construction. Donc pour rentrer un peu plus dans les enjeux de la construction, bon, je ne vais pas vous rappeler les chiffres, vous les connaissez au niveau de la consommation d'énergie, l'artificialisation et les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur-là. Mais pourquoi c'est un secteur qui est intéressant dans la SNBC? Parce qu'il est nécessaire pour améliorer l'efficacité énergétique du parc bâti. Donc là, on voit la rénovation ou les nouvelles constructions qui sont faites de manière un peu plus intelligente. Mais aussi, c'est un secteur qui est nécessaire pour construire du coup les infrastructures d'énergie. Ce qui fait qu'il y a quand même un besoin qui est non négligeable. Et les 2 enjeux en fait, qui
sont importants dans la stratégie nationale bas carbone, c'est que c'est un secteur qui crée énormément de déchets en volume. Du coup, il y a des contraintes de gestion de ces déchets-là autour des chantiers et qui demandent aussi énormément de matériaux. Donc pour vous donner des chiffres, et je vais finir par là, donc ça c'est les chiffres qui sont tirés de notre étude purement sur la construction. C'est qu'actuellement quand on modélise, donc c'est vraiment la stratégie, c'est les chiffres de la SNBC, hein, donc c'est quand on suit cette stratégie-là, on a besoin de 53 millions de tonnes de matériaux. Et si on met en place ces leviers d'économie circulaire dont je vous ai parlé, on rentrera un tout petit peu dans le détail après, on peut réussir à diviser par 2 le besoin des ressources. Donc c'est non négligeable, c'est quand même un chiffre qui est assez énorme et ça pourrait réduire pas mal de problèmes si on réussissait à diminuer ces besoins-là. Donc on a aussi quantifié les déchets qui sont produits seulement par la déconstruction ici. Et quand on regarde le tableau qui est juste à côté, donc là c'est le détail vraiment de notre modélisation globale hein, sur la construction, donc qui prend la rénovation également. Donc on voit qu'entre le scénario A et le scénario B, on a donc cette diminution de 50% des besoins, et on voit dans la dernière ligne à quoi c'est dû. Donc on a le levier évité qui est forcément présent. On a réduire, donc il y a quand même une place qui est importante pour l'éco-conception et la modélisation. Et on voit le poids du coup qui est donné au réemploi et au recyclage. Du coup, le recyclage représenterait 35% des besoins nets qui seront nécessaires dans notre scénario B pour la construction. Et le réemploi, bon, c'est vrai que dans cette étude-là, on n'a pas des chiffres très élevés au niveau du réemploi, parce qu'on sait que pour plusieurs raisons, il y a des leviers qui bloquent un peu, mais c'est quand même 1% qui est fourni également par le réemploi. Donc voilà, c'était pour vous, en vous présentant cette étude, vous montrer que quand on change un peu d'échelle et qu'on regarde plus globalement les stratégies à l'échelle nationale, le réemploi et le recyclage ont réellement leur place et ce sont des leviers à activer pour rendre ces stratégies soutenables et réalisables. Peut-être que vous avez des questions. C'est vrai que j'ai été assez vite sur cette étude. Elle est disponible sur le site de l'INEC. Il faut savoir qu'en plus de cette étude, vous avez toutes les annexes chiffrées si vous vous questionnez un peu sur les données qu'on a utilisées. On a créé des fiches qui sont par ressources et par domaine. Donc vous avez une fiche construction neuve, une fiche bâtiment rénovation, où derrière on détaille les leviers d'économie circulaire qui peuvent être mis en place. Et du coup, vous avez également une fiche aluminium, acier et béton. Merci beaucoup, Ilona. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ? Peut-être la question de l'appropriation donc de l'étude. Hein, donc, vous avez dit qu'elle est disponible en ligne. Est-ce qu'il y a déjà des structures, des politiques qui va s'emparer de ces travaux et de quelle manière? Est-ce qu'il y a déjà des retours à ce sujet, par exemple? Alors oui, nous, notre but est vraiment de porter cette étude pour... Il y a un nouveau cycle législatif qui va s'engager. Actuellement, dans la SNBC, il n'y a vraiment rien hein, sur la contrainte de ressources. Il y a juste une petite mention de la loi AGEC à la fin d'une annexe. Donc le but est... On a rencontré hein, tous les cabinets des ministères pour la promouvoir. Après, il faut savoir que c'est quand même assez encourageant. Il y a pas mal d'initiatives qui sont en train d'être mises en place, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou au niveau national. Là, cette semaine, il y a l'Observatoire français des ressources minérales qui a été inauguré. Donc on voit qu'il y a quand même un travail qui est fait au niveau des ressources. Bon, le plus souvent, c'est quand même pour le secteur de la construction. On adresse plutôt les ressources minérales. Donc on ne se pose pas réellement de questions sur la quantité de matériaux qui existent et à quel point nos stratégies de construction vont être soutenables avec les gisements dont on dispose. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une question sans regret? Non, après c'est terminé. Hein. François, oui, peut-être une remarque, un complément? Oui, merci beaucoup pour la présentation.
présentation. François Imbert de l'ADEME de France, je ne me suis pas présenté tout à l'heure. Une petite question sur les scénarios de l'ADEME. Donc vous avez utilisé le scénario 3. Pourquoi alors avoir choisi celui-là spécialement? Parce qu'il y avait 4 scénarios qui allaient dans le scénario 1, c'est la frugalité contrainte. Scénario 2, plutôt de la sobriété choisie. Et scénario 3, on va plutôt sur de la technologie verte. Et scénario 4, plutôt sur pari réparateur avec beaucoup de décarbonation qui serait menée avec des technologies. Alors pourquoi plutôt le scénario 3 dans votre choix? Merci. Alors il y a plusieurs explications. C'est vrai qu'on a eu pas mal de débats pour savoir quel scénario on prenait pour essayer d'être le plus neutre possible. Déjà, pourquoi on a pris des scénarios, le scénario de l'ADEME, parce que c'est des scénarios officiels, donc c'est un peu plus facile pour après aller porter les résultats. On sait d'où viennent les données. On voulait avoir un scénario réalisable, tout d'abord, donc ça excluait pour nous le scénario 1, le scénario 4. Et après, on a aussi des raisons au niveau des mix énergétiques, de pourquoi on a choisi ce scénario-là. Après, c'est vrai que le scénario 3 est un peu plus axé sur les technologies. Bon, nous, c'est pas vraiment notre angle d'attaque, mais au niveau des chiffres, c'est ce qui nous paraissait le plus réalisable, même si on a fait 2-3 modifications, notamment au niveau des occupations de logement, des petites adaptations, mais il y a toutes les annexes dans l'étude, vous pourrez aller voir ça. Merci François. Donc oui, en effet, intéressant de dresser le parallèle entre vos travaux respectifs. Bravo, merci. Donc, avant que Frédéric Sels, donc directrice générale du CD2E, ne donne le coup de sifflet final de cette journée, j'avais juste un petit rappel à vous faire. Donc, Aude l'a déjà mentionné tout à l'heure, mais pour vous dire qu'il y a un club, donc avec l'AMEL, on travaille cette année sur une série d'ateliers et groupes de travail sur l'économie circulaire. Donc, le prochain rendez-vous, il aura lieu donc mardi prochain, et ce sera sur les questions du numérique et du BIM, en lien avec, donc dans un premier temps, présentation du bâtiment Pauliet et de la démarche de déconstruction, et puis dans un second temps, réflexion sur les outils de déconstruction qui ont été utilisés. Donc n'hésitez pas à noter la date sur le site de Ratec à Lille. Concernant les trophées, je laisserai Frédéric vous en parler un petit peu plus en détail. C'est le 15 décembre prochain. Et donc voilà, je vous remercie, voilà, et je te laisse la parole, Frédéric, pour clore cette journée. Merci beaucoup, Lucien. Alors écoutez, je suis vraiment ravie en fait de clôturer cette journée. Bonsoir à tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de croiser en fait dans cette belle journée. Je suis heureuse de constater la belle dynamique qui a été engagée autour du recyclage et de la valorisation des déchets du bâtiment. Alors, certains sont partis, mais je pense qu'il faut remercier tous les intervenants, parce qu'une journée comme celle-là, c'est évidemment grâce aux intervenants qu'elle est belle. Évidemment, il y a eu un travail d'experts pour la composer, mais je voulais remercier ceux qui sont partis. Frédéric Motte, qui est conseiller régional à la délégation de la transformation à l'économie régionale et président de la mission REF3. Agnès Jacques, directrice déléguée régionale de l'ADEME. Lénaïque Léjour, ingénieur filière REP, bâtiment de l'ADEME. Benoît Loison, qui est parti aussi, président de la FFB, mais aussi celui du CD2E. Jean-Michel Rouillet, artisan couvreur dans l'Aisne, responsable du suivi de la REP au sein de la CAPEB. Nathanaël Cornet-Philippe, délégué général du CEDRE. C'est un peu long, mais il faut le faire. Je pense que pour les gens, c'est important. Virginie Formentel-Dieu, directeur du Cercle Hauts-de-France. Élodie Rivière, responsable des relations institutionnelles chez Valpelia. Kimberley Marx, responsable régional d'Écomaison. Grégory Antoine, responsable régional chez Valobat. Simon Van Looy, responsable d'opération au sein du pôle aménagement chez Semville Renouvelé. Romain Brière, architecte du collectif Xerme. Nina Cossé, chargée d'opération au pôle Ficaille chez Sorelli. Marie Blancard, architecte fondatrice de l'agence Blau. Frédéric Métiver-Loyer, urbaniste chez Indigo. Fanny Thibault, experte économie circulaire et réemploi chez Bellastock. Frédéric Lasseron, responsable de secteur d'activité et chef de projet au CEREMA. Et Ilona Petit, chargée d'études, transition et économie circulaire à l'INEC. Et j'oublie Jean Passini, oui, excuse-moi, Jean Passini qui est venu aussi pour la FFB, qui effectivement nous a apporté une belle démarche portée par la FFB nationale.
Alors, j'ai peut-être encore oublié quelqu'un, mais tu m'en voudras pas, en fait. Je vais aussi te remercier, en fait, parce que c'est très important. Souvent, on oublie de remercier ses collaborateurs. Et moi, je sais que cette journée, je la dois aussi à mes équipes. On va souvent remercier la directrice, c'est bien, le président. Mais vous savez qu'effectivement, tout ce travail-là, il a été mené par mes équipes. Il a été mené au premier plan, en fait, par Lucien et ses collègues animateurs, Aude et Cyril, Alice à la com et d'autres personnes à la com en soutien derrière. Donc, je voulais, si vous voulez bien, applaudir mes collaborateurs. Voilà, parce que rien ne se fait sans des équipes dans une structure comme le CD2E et l'expertise nécessaire, elle est chez eux. Voilà, donc merci pour ces échanges, merci pour ces tables rondes et ces conférences riches d'apprentissage qui ont porté sur des thématiques diverses, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, les ressources, les outils au service du réemploi et du recyclage, les dynamiques innovantes en faveur du réemploi et du recyclage, ou encore l'urbanisme circulaire qui devient de plus en plus important. C'est quelque chose dont on ne parlait pas il y a quelques années, et effectivement aujourd'hui c'est une prise en compte très forte au CD2E notamment, mais aussi chez vous. Mesdames et messieurs, chers participants, nous sommes désormais prêts, ensemble, plus encore à faire de la région de France non plus un laboratoire, mais le modèle à suivre en matière de réemploi, de recyclage et de revalorisation du bâtiment. On prend conscience des freins, évidemment, et des conditions de faisabilité. Moi, j'ai beaucoup apprécié aussi la dernière présentation de l'INEC qui, effectivement, nous a dit, effectivement, on veut aller vers la stratégie bas carbone, mais il y a aussi des questions qui se posent pour pouvoir le faire. Vous avez pris, en fait, certains produits, mais il y en a d'autres, en fait, moi, que j'ai en tête, sur lesquels, à mon avis, il y a un travail à mener. En choisissant de réunir des professionnels, des ingénieurs, des chefs de projet, des architectes, des experts, nous avons opté pour une approche de complémentarité et de synergie entre toutes les structures engagées dans l'économie circulaire en Hauts-de-France. Au terme de cette année 2022 et de l'avènement du PEMD, produits, matériaux, équipements, matériaux, déchets, ainsi que la mise en place des filières REP, nous avons vu s'amorcer un changement pour les filières du réemploi et du recyclage dans le secteur du bâtiment. Il nous appartient de rester attentifs à cette transition et de poursuivre collectivement ce qui voit le jour. Aujourd'hui, des acteurs de l'ensemble de la région se positionnent sur ces filières. Vous avez vu, on a un très beau panel d'acteurs. Et moi, c'est vrai, dans les choses qui m'intéressent, et qui intéressent l'ADEME, parce que je vois, elle me regarde, c'est évidemment la massification, parce qu'il ne suffit pas de donner des exemples. Il faut aussi qu'on arrive en fait à ce que tout ça, ce ne soit pas de très beaux exemples dont on dit tiens, c'est un démonstrateur et que derrière, il ne se passe plus rien. Et ça, vous pouvez compter sur nous pour qu'on accompagne cette dynamique en massification dans le territoire. Il y a encore fort à faire. Alors c'est précisément ce que le CD2E continuera à faire, à vous suivre et à vous accompagner dans la dynamique régionale en offrant cette expertise tant aux professionnels qu'aux collectivités dans leur démarche. Et puis, moi je me fixe un objectif avec mes équipes, c'est que l'année prochaine, on ait encore plus de collectivités qui soient présentes ici pour qu'elles entendent ces questions-là. On en connaît beaucoup. Je vous promets en fait que j'essaierai d'en avoir un peu plus l'année prochaine. Dans ce contexte, la coopération entre chaque structure est primordiale afin de développer plus encore l'économie circulaire dans le secteur du bâtiment. Il est donc important de continuer à renforcer cette coopération au travers de journées comme celle-ci. Ici, j'ai vu les fers de lance du marché de l'économie, de l'éco-conception et des déchets. Je ne vais pas faire de jeunisme, mais je suis aussi très contente de regarder la salle et de voir beaucoup de jeunes, en fait. Il n'y a pas que des jeunes, hein. Je suis désolée, moi non plus je ne suis pas jeune, mais il y a beaucoup de jeunes. Et ça donne quand même beaucoup d'espoir, c'est mon voisin qui me l'a soufflé, François Foucard. Et il y a beaucoup de jeunes, et ça donne quand même un véritable espoir en se disant que dans pas très longtemps, c'est vous qui porterez toute cette dynamique et c'est très important de le voir. En fait, en tout cas, ce n'était pas dans mon discours, mais la couleur de la salle me montre en fait que la relève est là et que vous saurez continuer toute cette démarche. Important. Il y a plus vieux aussi, on est encore là, on dépend de la partie en retraite, hein, puis ça n'a pas l'air d'être dans le bon sens. Afin de clôturer en fait cette manière de cette journée de manière conviviale, on se rejoindra si vous voulez autour d'un verre. Mais je vous invite quand même, alors on va revenir peut-être en arrière, j'espère que je vais réussir à le faire. On a une remise des trophées, en fait, les premiers trophées Rêve 3, qui aura lieu en fait à la Pleine Image à Tourcoing, boulevard Descas. Et c'est la première fois que le CD2E va récompenser en fait des entreprises, et évidemment il y a des collectivités, il y a des bailleurs, des promoteurs qui ont concouru en fait pour montrer en fait leur savoir-faire. Et on a différentes thématiques. Alors, je ne vais pas les annoncer parce qu'il paraît que je parle trop et que je risque de dire des choses. Donc, en fait, on m'a dit tais-toi. Ne parle que des belles opérations en fait, qu'on va pouvoir montrer. En tout cas,
Peut-être que dans les gens que vous avez vus aujourd'hui, il y a des lauréats qui ont travaillé. Donc je vous invite à participer le 15 décembre. C'est une situation ouverte, hein. Il faut que vous vous inscriviez sur le site du CD2E. Mais je vous invite à venir parce que vous verrez en fait qu'on a... J'ai parlé de fer de lance aujourd'hui, mais dans tous les domaines du bâtiment durable, en fait, de l'économie circulaire, vous allez retrouver le 15 décembre des choses. Et l'idée, c'est qu'évidemment, on essaime, on donne envie. Faites venir du monde à cette manifestation. Ce sont des acteurs de demain. Je pense qu'on peut montrer ça et que vous aurez l'occasion en fait, de participer à cette manifestation et que vous en sortirez aussi grandi. Donc j'espère que vous serez à nos côtés le 15 décembre à la Pleine Image. Alors c'est à 16h si vous voulez voir le référentiel REF 3 de la construction durable et à 18h si vous voulez voir uniquement les trophées. Mais évidemment, vous êtes invités à la totalité, évidemment. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite une bonne soirée, un bon retour chez vous. Et merci encore à tous.